Voici donc enfin, certainement la dernière vidéo où on va essayer d'observer et de réaliser une conscience de soi, de la perception relativement toujours à des œuvres esthétiques, mais qui manifestent un dispositif perspectif. Je vous rappelle le point d'approche qu'on a pour le moment, qui est un point d'approche qui vise à partir du point de vue objectif, notamment les sciences cognitives, à partir ici d'enregistrements vidéoculographiques, qui permettent à la perception de s'observer dans des comportements qui dépassent sa capacité de percevoir. Donc justement des comportements qui se réalisent dans des vitesses que la perception visuelle ne peut pas saisir immédiatement d'elle-même, mais dont il lui est rendu compte a posteriori et objectivement, depuis le point de vue objectif. 100 millisecondes, 200 millisecondes, 300 millisecondes sont en deçà de sa capacité perceptuelle consciente. Bien. Le troisième exemple est une annonciation, un polyptyque de Saint-Antoine, 1460, plus ou moins, Piero della Francesca, donc auteur de la Renaissance italienne. On lui doit notamment quelques peintures des chambres à Saint-Pierre, qui ont été recouvertes ensuite par Raphaël, et dans laquelle œuvre donc dans cette annonciation Piero della Francesca propose une structure perspective à point de fuite unique central. Ce qui est très intéressant avec le dispositif perspectif, donc c'est un dispositif qui a été théorisé sur énormément de siècles. En général, on lui accorde la Renaissance, mais vous avez Erwin Panofsky dans son ouvrage la perspective comme forme symbolique, qui s'inspirait d'un ouvrage d'un philosophe Ernst Cassirer, La philosophie comme forme symbolique, propose qu'en fait la perspective, on est déjà des perspectives antiques et que la perspective telle qu'elle a été théorisée à la Renaissance, principalement avec Brunelleschi, Alberti, Piero della Francesca, avec la perspective Bigandi, eh bien, en réalité, on en a déjà des exemples dans le Duccio et chez Giotto. Mais donc c'est un dispositif, et qui est analysé d'ailleurs encore beaucoup plus tard, mais peu importe. C'est un dispositif qui est très intéressant parce que ce qui est intéressant dans ce dispositif, c'est précisément qu'il est opérationnel, c'est-à-dire qu'il fonctionne, il est efficace. Alors qu'il travaille sur une bidimensionnalité, il arrive à reproduire une tridimensionnalité qui est même capable de générer des oscillations corporelles non perceptibles pour le sujet, mais dont on arrive à enregistrer les mouvements. Et là, c'est la page 40 jusqu'à 81 qui traite justement de ces comportements posturographiques par rapport à une impression perspective sur une toile, donc sur une réalité bidimensionnelle, mais qui crée une impression réelle et efficace qui font se mouvoir le corps à partir d'une impression tridimensionnelle. Et donc, ce qui est intéressant avec le dispositif perspective, c'est qu'il fonctionne, c'est qu'il opère, c'est qu'il est efficace. Et que donc, il y a des vergences, des comportements de vergence de l'œil, comme si effectivement il regardait en profondeur. Ce qui est intéressant avec le dispositif perspective et avec sa théorisation, c'est qu'il a su saisir quels étaient les éléments essentiels à son efficacité, et que quand la perception visuelle regarde par le travers d'un dispositif perspectif, elle reconnaît précisément ces points essentiels qui assurent l'efficacité du système, c'est-à-dire qui assurent que la perception regarde effectivement, réellement, en profondeur. Donc si vous voulez, ça veut dire que la perception, quand elle regarde par un dispositif perspectif très clairement marqué, donc point de fuite central unique, c'est avec le damier qui se retrouve au sol et qui indique tout à fait les lignes de fuite, c'est tout à fait emblématique. Eh bien, c'est-à-dire que la perception va reconnaître dans le dispositif ce qui lui permet à elle-même d'effectivement voir en profondeur. Et donc, elle va reconnaître dans le dispositif
les conditions de possibilité de sa propre réalisation, pas du dispositif, mais de la perception en perspective. Et donc là, on est très clairement dans une objectivation de la perception dans sa conscience de soi. Si vous voulez approfondir le point de la perspective, je vous renvoie à un ouvrage qui vaut vraiment la peine d'être lu, spéculatif à certains endroits, mais tout à fait intéressant, c'est l'ouvrage de Hubert Demisch, donc, qui est philosophe, historien de l'art, qui a suivi les cours de Merleau-Ponty du côté de la Sorbonne, et qui propose un ouvrage intitulé L'origine de la perspective, extrêmement intéressant. Vous avez un point de vue psychologique, un point de vue historique, un point de vue d'histoire de l'art, un point de vue philosophique, un point de vue phénoménologique proposé dans cet ensemble-là, tout à fait frappant. Bref, donc le dispositif perspectif à point de fuite central unique instaure les éléments essentiels et donc, c'est-à-dire notamment par un ensemble d'intervalles successifs, organise la diminution des éléments en fonction de la distance et inversement la grandeur de ces éléments en fonction de la proximité. Mais il le fait relativement à un point de fuite central unique, c'est-à-dire que l'ensemble des lignes et des éléments qui sont compris dans ces intervalles et dans ces lignes de fuite sont référencés, sont compris relativement à un référent unique qui est le point de fuite central unique. Or, ce point de fuite central unique, c'est la projection coïncidente de l'œil du spectateur. Pour le dire d'un mot, c'est la projection au sein de laquelle l'œil va pouvoir se reconnaître, c'est-à-dire reconnaître non pas lui-même depuis son point originaire, mais comme la projection du point originaire. Brunelleschi, qui fait un ensemble d'expériences empiriques idéales, c'est très difficile de cerner d'ailleurs la différence ici, à un moment réalise, il est donc à Santa Maria della Fleur à Florence, donc l'énorme cathédrale avec la coupole réalisée par Brunelleschi, notamment, et il est à la porte d'entrée et en face de lui se trouve le baptistère avec une base octogonale et il dessine le baptistère depuis l'entrée de la cathédrale. Et donc il le fait selon un point de fuite central, unique, et à un moment il perce à l'endroit de ce point de fuite un trou, tout petit trou, une lentille. Et ce qu'il va faire, c'est que il va tourner l'œuvre, se mettre dos à l'œuvre et regarder par le point de fuite central qui a été percé. Donc c'est-à-dire qu'il se met en lieu et place du point de fuite, c'est-à-dire il fait coïncider à l'identique et pas de manière projective le point du spectateur et sa projection, et pour pouvoir l'observer, il met simplement un miroir contraposé en vis-à-vis de son œuvre, de telle sorte qu'il puisse être en capacité d'observer le point de vue du spectateur depuis son point de projection et grâce au miroir dans une rétroprojection. Et c'est notamment ce que Hubert Demisch travaille dans toute sa réflexion. Donc en fait, ce que la perspective permet, pour le dire d'un mot, mais on n'ira pas jusque-là, ce que la perspective permet, c'est de créer un point de vue sur le point de la vue. C'est ça que la perspective permet de faire. Elle permet de créer un voir du voir, si on veut parler comme ça. Bien, mais comme je vous ai dit, on n'ira pas jusque-là, mais c'est pour vous montrer quels sont les enjeux du dispositif perspectif. Dans son annonciation, Zoe Capula, qui a travaillé aussi avec Locker et Nodine, Zoe Capula observe pendant 1 minute 30 le comportement d'un oculaire, donc d'un ensemble d'observateurs, et enregistre ce comportement par une vidéo-oculographie. Et ce qu'elle observe, c'est que le tout premier mouvement se jette directement sur le point de fuite central unique de l'œuvre, et ensuite
Vous avez d'autres éléments architecturaux très marqués. Vous avez une sorte les lignes de fuite au sol sont très indiquées aussi. Et vous avez un axe vertical médian de part et d'autre duquel se trouve la Vierge et le Saint. Et ce qu'on observe, c'est que, donc avec des visages de nouveau, ce qu'on observe, c'est que de part et d'autre de cet axe symétrique, et le long de cet axe symétrique, les mouvements suivants vont s'établir, et donc établir, si vous voulez, un parcours oculaire également symétrique. Donc de nouveau, une sorte de coïncidence entre une structure objectivée ici, et objectivée parce qu'elle est très symétrique, et qui génère un comportement oculaire symétrique, donc qui est parallèle, coïncident, si vous voulez, au dispositif. Ça, c'est ce que montre Zoe Capula. Et donc, de nouveau, même observation que Nodine Locker et McGuinness auparavant, le temps d'exploration, plus le temps d'exploration est long, le fait que le temps d'exploration soit allongé n'implique pas un changement de comportement au niveau du parcours oculaire. Bien, vidéo suivante, dernier exemple, et on s'arrêtera là.